Depuis plus d'une décennie, la République démocratique du Congo est ravagée par une guerre sans fin, des millions de morts, massacres de civils, viols, déplacements de population, dans un silence planétaire assourdissant. Actes de violence commis contre des femmes, actes de violence commis contre des enfants, violences sexuelles. Les chefs d'accusation sont nombreux, mais les tribunaux internationaux regardent ailleurs. Les viols collectifs continuent au Nord Kivu en toute impunité. Que fait sur place la MONUSCO, la plus importante opération de maintien de la paix dans le pays? Je pense aujourd'hui qu'il faut imaginer que la population du Congo a été décimée à près de 6, 7 à 8 millions d'habitants. C'est-à-dire qu'on est quasiment, c'est l'équivalent de l'ensemble de la population du Danemark qui a été ravagée. On a cité les chiffres tout à l'heure, c'est quand même plus de 10% de la population du Congo. Et ce qui nous inquiète, c'est ce silence-là. Frantz Fanon avait dit, l'Afrique a la forme des revolvers et la gâchette se trouve au Congo. Si on ne résout pas les problèmes du Congo, on ne résout pas les problèmes africains. Le Congo devrait être un pays qui joue un rôle important. On devrait arrêter de prendre le Congo comme une victime. On devrait en faire un acteur. C'est l'histoire d'un pays qui a tout pour être heureux, alors que ses habitants meurent par millions. Un pays africain qui regorge de ressources naturelles et qui, en gros, depuis 15 ans, ne connaît que la guerre. République, oui. Congo, c'est son nom. Mais démocratique, la question se pose. Pauvre, le pays l'est, avec un PIB par habitant de 224 €. Seulement 3 Congolais sur 4 n'ont pas accès à l'eau potable. Seulement 1 sur 10 à l'électricité chez lui. Les 2 tiers de la population vivent en dessous du seuil de pauvreté avec en moyenne 1,25 $ par jour. Mais riche, le pays l'est bel et bien avec ses réserves naturelles colossales. Ne dit-on pas du Congo qu'il est à lui tout seul un scandale géologique? The first principle to understand about the Congo, the affairs of the Congo have not been determined by the people of the Congo. The national boundaries were formed at the Berlin Conference in 1885 when Congo was given to King Leopold II of Belgium as his own personal property. He owned it for 23 years and during that time made a huge fortune off the territory, estimated at well over $1 billion in today's American dollars, primarily from turning people into forced laborers to gather ivory and then even more so wild rubber. As the Belgians were pursuing ivory and rubber, though, they discovered lots of gold deposits, diamonds, copper, cobalt, and many other minerals. So, since 1885, Congo has been caught in the midst of a geostrategic battle, primarily for her natural resources. But all this 125 years must be taken into consideration to fully understand why Congo is in a weakened state today. If we look from 1885 to 1908, we're talking about personal rule, enslavement. From 1908 to 1960, colonialism, Congo under colonial rule. Congo finally elects its leader in 1960, and in 61 was assassinated. So we have assassination. Then a dictator was put over the people for another 3 decades. So now we have dictatorship. Then an invasion was backed from outside with Rwanda and Uganda in 1996 that Congolese people suffer from to this day. So we have 125 years of this. Now what that does is it destroys and eviscerates the Congolese institutions. Ce serait bien de revenir, préciser vraiment votre question de tout à l'heure sur les origines. Je pense qu'on va situer les origines de la crise actuelle à peu près aux alentours de 1993. Qu'est-ce qui se passe en 1993? C'est que le sous-secrétaire d'État, M. George Moose, le sous-secrétaire d'État américain George Moose, déclare au Congrès que, eh bien, l'Amérique doit désormais avoir accès aux immenses ressources minières en Afrique, et notamment il cite le cobalt et un certain nombre d'autres minerais. Et donc il se trouve que le Congo est ce que un géologue belge disait à l'époque, c'était un scandale géologique. C'est dans cette région qu'on retrouve
presque tous les minéraux, les minerais les plus rares. Et plus spécifiquement dans la région du Kivu. Dans la région du Kivu. Et alors, en 1995, eh bien, ce type d'argument est réitéré par le secrétaire américain à l'économie, monsieur Feu Rembrandt, qui est aujourd'hui décédé, qui a été tué dans un accident d'avion au Kosovo, qui disait effectivement qu'on doit tenir, et il l'a tenu en 1995, après la conférence de la francophonie à Dakar. À Dakar, il dit que les Américains doivent tenir la dragée haute aux Français. Donc, quand vous imaginez une telle déclaration au Sénégal, pays francophone, après une réunion du sommet de la francophonie, c'était une véritable attaque, n'est-ce pas, aux intérêts français. En 1996, eh bien, c'est cette fois-là un autre officiel américain, M. Warren Christopher, qui réitère que désormais les États-Unis doivent prendre des positions très influentes en Afrique, notamment dans le pré-carré français. Dès 1960, la CIA et le gouvernement américain avaient soutenu le président Mobutu pour prendre le pouvoir au Congo contre le nationaliste Patrice Lumumba. Et pendant de très nombreuses années, pendant toute la période de la guerre froide, les États-Unis ont soutenu le président Mobutu parce que le président Mobutu défendait les intérêts stratégiques des États-Unis dans la région. Et notamment, le président Mobutu a aidé à combattre par exemple le MPLA, qui était le mouvement populaire de la libération de l'Angola, donc pays voisin du Congo. Donc, pendant toute la période de la guerre froide, Mobutu était en quelque sorte le rempart anticommuniste au profit des Occidentaux dans la région, en Afrique de manière générale. Donc à l'époque, il était plutôt apprécié. Il était apprécié, il était respecté et surtout largement soutenu contre parfois les oppositions internes dans son pays. Et il se trouve que après tous ces bons et loyaux services qu'a rendu le président Mobutu, lorsque le gouvernement Clinton est arrivé, ils ont décidé de changer leur fusil d'épaule parce que le président Mobutu était fatigué, usé et malade. Ils ont décidé de changer. Et pour changer, il a fallu commencer par changer au Rwanda, le pays voisin. Pour que vous compreniez très bien, que les téléspectateurs comprennent très bien, c'est que en 1994, lorsque toutes ces déclarations que j'ai citées ont lieu, il y a eu un projet de renverser le président du Rwanda, Juvenal Habyarimana, qui a été tué dans un attentat le 6 avril 1994. Et en chassant ce président, il fallait mettre quelqu'un qui, au Rwanda, était proche des intérêts américains pour pouvoir mettre la main sur les mines de diamants et de coltan qui se trouvent dans la partie... Il faut passer par le Rwanda pour oui, mais parce que c'est justement le pays frontalier et le plus proche de ces minerais. Et pour pouvoir le faire, à l'époque, si vous avez quelqu'un qui n'est pas totalement... le président Habyarimana, à l'époque, était très pro-français. Et comme les Américains ont décidé de s'attaquer aux intérêts français, il fallait remplacer la personne qui était proche des intérêts français pour pouvoir mettre la main sur le Zaïre. Dans ces conflits, il y a les commanditaires, il y a les sous-traitants et les exécutants. Les commanditaires, c'est certains États occidentaux, et leurs multinationales. Alors, les exécutants, c'est certains pays des Grands Lacs, les Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Et les exécutants se trouvent à l'intérieur du pays, c'est-à-dire les taupes qui sont tapis dans les institutions, ainsi que certains Congolais. Donc des politiciens. Oui, des politiciens véreux. Les seigneurs de la guerre, comme on dit. Les seigneurs de la guerre, ainsi que, je suis désolé de le dire, la MONUSCO. Il est là, à Kinshasa, pas donc pour... Là, les forces de l'ONU qui sont sur place, justement, pour régler le problème. Le comportement de la MONUC, non seulement il est lié à son mandat, mais il est lié à la volonté politique. C'est-à-dire que la volonté politique aujourd'hui des grandes puissances, quand je parle des grandes puissances, je parle des pays qui ont le veto au Conseil de sécurité. Donc deux pays principalement, les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui sont derrière les Rwandais pour déstabiliser ce pays, eh bien, leur comportement au niveau de la MONUC est insoutenable parce que je dois rappeler quand même que des éléments de la MONUC ont participé à des viols de femmes congolaises depuis longtemps. Et il y a eu des rapports. Il y en a un qui a été condamné par les tribunaux français récemment. Donc, je veux dire qu'on est dans une situation aujourd'hui où il y a un mépris, un tel niveau de mépris à l'égard du peuple congolais qui est inacceptable, qui est injustifiable. Comment on peut mettre un terme à ça? Eh bien, que d'abord, on désigne
les gens qui sont les véritables responsables de la tragédie congolaise. Il y a des rapports, il y a des tas de rapports. On a cité des sociétés. Il y a l'American Mineral Field, il y a la Barrick Gold, il y a l'Anglo American Corporation. Je peux vous citer une centaine de sociétés. Elsa Voumi, dans ce que j'ai lu, c'est vrai que certains veulent faire passer cette guerre pour une guerre ethnique. Pourquoi, dit-on, c'est une guerre ethnique, voilà, c'est des Africains ou bien des ethniques qui s'entretuent, donc ça n'intéresse personne. Donc ethnique, c'est sur un territoire national, donc moi je peux dire que le Congo n'est pas du tout en guerre ethnique. C'est des arguments très faciles et qui passent très bien en Occident, qui ont toujours une image très stéréotypée de l'Afrique. Et donc pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, en fait le conflit qu'il y a au Congo, c'est le débordement du génocide rwandais sur le sol congolais. Donc il y a eu un génocide, il y a eu des réfugiés. Et donc tout cela a participé donc au brouillard qu'on met autour donc de ce pillage économique sans précédent. Donc, lorsque les Rwandais, donc Hutus qui ont repris Tutsis qui ont repris le pouvoir, ont poursuivi donc les Hutus. Voilà, sur le territoire rwandais, un deuxième génocide. Et aussi un génocide des Congolais, surtout dans cette partie est, par le viol massif des femmes. Donc on va en parler en deuxième partie de l'émission. Tout à fait, qui est vraiment un nettoyage ethnique, justement sur les territoires où se trouve cette matière première. Déjà que le génocide de Léopold II, par rapport toujours aux richesses du Congo, n'a jamais été condamné. On continue un autre génocide, puisque Léopold II, c'était les caoutchoucs du sang. Les hommes étaient émasculés, justement parce qu'ils n'avaient pas totalisé leur quota de caoutchouc. Mais Léopold II était obligé de faire cela parce qu'il avait une dette de plusieurs millions de francs, or qu'il devait payer à la famille, les cousins de la famille royale britannique. C'était la famille Danoff. Et la famille britannique, aujourd'hui, le gouvernement britannique est impliqué jusqu'au cou. Tous les rapports sur le Congo, on parle de la Grande-Bretagne. Personne ne critique. Il y a certaines personnes en Belgique aujourd'hui qui pensent que le Congo, c'est leur propriété. Ils continuent leur politique. Ils sont là, on les connaît. Et il n'y a aucune réaction par rapport à cela. Imagine, I mean, you may not even be able to put your wrap your mind around it, but imagine nearly 6 million people dying in the middle of Europe. And yet we're silent. Why is it that nobody's talking about it? This is the same international community that said, you know, when there was a Holocaust, that no more genocide would take place, and yet the same community left Rwanda genocide take place, and yet those who committed genocide in Rwanda crossed over in the Congo, and the Congo has become the victim of what happened in Rwanda, and what the international community didn't do to stop it. In 1994, the international community failed to stop the Rwandan genocide and effectively punish its perpetrators. Since then, violence in Central Africa has escalated, along with a growing culture of impunity. Free to flee the country, hundreds of militants crossed over into Congo for fear of retribution from the Tutsi-led rebellion that took power in Rwanda. The militants were hidden among millions of predominantly civilian Hutu refugees trying to escape the violence in their country. The refugee camps, which had over 1 million people in them, were being controlled by these very same genocidaires, these people who had committed the genocide. Paul Kagame, who led the Tutsi rebellion and was now in charge of Rwanda, saw these militant refugees as a threat to Rwandan national security. He came to Washington, D.C., and essentially said, if the international community is not going to do it, we're going to take things into our own hands. The U.S. had no official response to that, which he interpreted as a green light. In the absence of justice, a terrifying cycle of revenge was about to take hold in Congo, as Paul Kagame's army prepared to massacre what many experts estimate to be hundreds of thousands of refugees. And reports started coming in about atrocities that had been committed, in which they had slaughtered thousands of Hutu civilians. Now, believe me, I have no sympathy whatsoever for these genocidaires, these Interahamwe guys who had, committed the genocide in Rwanda. But the civilians, obviously, the children, the women, are you kidding? Why would they be victimized by this? These Hutu were not combatants. They were not people under arms.
They were elderly, they were women, they were children, they were sick people who were killed in a systematic and highly motivated way, and the UN knew about it almost in real time. The UN, part of the difficulty here was that many policymakers felt guilty. They hadn't done enough to stop the Rwandan genocide, and that genocide guilt allowed them to cover this up. That guilt manifested in the Clinton era in an extremely pro-Rwanda policy, which essentially allowed the new government in Rwanda to do whatever they wanted, both within their country and within Congo, with impunity. With the leaders of the United States and the United Nations looking the other way, Kagame proceeded with a full-scale invasion of Congo with his Ugandan ally, Yoweri Museveni. So the question is, what role did the U.S. play in this? And it was a pretty direct supporting role. I happened to go to Rwanda just before this invasion took place. And, you know, major shipments of weapons were coming in at night to support the Rwandan army. We had placed people in the country who were training Rwandan army troops. And in short, we were supporting the invasion. The United States, what they decided to do in the final analysis was to support an invasion of the Congo. In this case, you had Rwanda and Uganda invading their neighbor, plundering it of its natural resource wealth, and suffering no sanctions at the United Nations Security Council. And you have to ask why, and it's because they had the very strong support and backing of the United States, United Kingdom, and other governments. C'est la question des richesses de la région est évidemment centrale. Mais quand on vous écoute, finalement, le jeu de pouvoir, d'influence, de puissance coloniale, de nouvelles puissances, on se dit d'accord, c'est arrivé aussi ailleurs. Comment on arrive à 4, 5, 6 millions de morts, alors que finalement c'est un jeu de puissance qui pourrait sembler, à ceux qui connaissent la région, un peu classique, Charles. Ouais, alors, il faut dire qu'il y a une chose, d'ailleurs sur la question précédente, sur les richesses, il faut rappeler quand même que l'uranium qui a servi au bombardement de Nagasaki venait du Congo. Le bombardement américain de Nagasaki, l'uranium venait du Congo. Donc, pour qu'on comprenne qu'il n'y a pas que les enjeux économiques, il y a des enjeux politiques, de vrais enjeux politiques. Parce que, par exemple, l'Ouganda, il faut rappeler que... Un pays frontalier du Congo. Le chef de l'État ougandais, Yoweri Museveni, avait été aidé dans sa prise de pouvoir à l'époque par le Zaïre de Mobutu, c'est-à-dire l'actuelle République démocratique du Congo. Et à l'époque, les Britanniques qui ne voulaient pas faire un coup d'État en Ouganda via leur propre service, ont utilisé le Zaïre comme base arrière pour que ce soit le Zaïre qui serve en quelque sorte de main active pour aider Yoweri Museveni à prendre le pouvoir. Encore une fois, il y a des jeux de pouvoir. Il se trouve que une fois que les Américains ou une fois que les Britanniques et surtout les Ougandais sont arrivés au pouvoir, ils ont maintenant, lorsque les Américains ont décidé de changer de régime, eh bien, ce sont les Ougandais maintenant que les Zaïrois avaient aidés qui ont pris maintenant le flambeau parce qu'eux aussi ont commencé à avoir des problèmes avec le maréchal Mobutu. Et pour régler leur compte au maréchal Mobutu, ils se sont alliés aux Rwandais qui, à l'époque, aussi avait eu un énorme problème. Je tiens simplement à rappeler, parce que c'est un peu compliqué, pour que les gens comprennent, c'est que les Rwandais qui ont pris le pouvoir en 1994 étaient des alliés des Ougandais. Une bonne partie de l'équipe aujourd'hui qui est au pouvoir à Kigali, beaucoup d'entre eux, dont le président Kagame, était par exemple l'adjoint au chef des services des renseignements ougandais. Et c'est à ce moment-là lorsque l'Ouganda a décidé de les aider à prendre le pouvoir, que lui est parti au Rwanda pour mener la guerre contre le Zaïre. Donc il y a eu une alliance entre certains pays voisins, l'Ouganda et le Rwanda, pour renverser le pouvoir du Zaïre à travers les Américains,
mais il y a aussi eu une véritable lutte d'influence entre ces pays-là pour qui va contrôler l'Afrique centrale. Et cette rivalité se termine aujourd'hui en quelque sorte par le pouvoir, le super pouvoir du président rwandais Paul Kagame, qui aujourd'hui essaye de régenter la situation politique dans les Grands Lacs. Et puis une précision aussi concernant le conflit, il y a un danger, et c'est ce danger-là sur lequel nous voulons alerter, c'est celui de la balkanisation du Congo. Et donc on a beaucoup parlé du génocide, mais il y a un autre danger maintenant qui est mis d'ailleurs en exergue par le rapport du 18 juin concernant le soutien apporté par le Rwanda aux rebelles du M23 et qui est celui qui porte sur la balkanisation du Congo. Et donc, je pense qu'on ne peut pas avoir une telle gourmandise et nous devons nous contenter de notre petit territoire, le Rwanda. Alors, M. Kagame croit que le Rwanda n'est pas suffisant. Souvent, il a dit en anglais, it's like a district of Uganda. C'est comme une petite province de l'Ouganda. Donc, ce n'est pas suffisant pour lui. Et on doit aller chercher les frontières qui existaient avant 1885, lorsque la conférence de Berlin a été organisée. Qu'est-ce que cela veut dire? Ceci veut dire que nous devons engager une bataille contre le Congo, mais ne l'engagez pas contre l'Ouganda, puisqu'il y a une partie du territoire rwandais qu'on appelle Obufumbira. Ils n'en parlent jamais. Alors, ce qu'ils veulent, c'est écraser les Congolais, écraser le pouvoir congolais, exploiter le Congo, tant que le Congo, d'après ce qu'ils disent, reste inorganisé, donc nous pouvons l'organiser. Et comme ils ont cet appui, ils veulent les appuyer, dire, oh, écoutez, ce sont des meilleurs organisateurs qu'on ait vus en Afrique. Je vous dis franchement qu'en ma qualité de Rwandais, engagé politiquement, je ne... La RDC a 9 voisins. La Zambie et l'Angola au sud, le Congo-Brazzaville au nord-ouest, la République centrafricaine et le Soudan au nord, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie à l'est. Or, le génocide qu'a connu le Rwanda en 1994 a eu des conséquences directes sur la stabilité du Congo. Rentrons dans le détail. Plus d'1 million de Hutus venus du Rwanda voisin s'enfuient en 1994 et s'installent dans la province du Kivu en RDC, qui s'appelle alors le Zaïre. Or, parmi ces Hutus se trouvent des milices ayant participé au génocide rwandais. Elles lancent des attaques contre les Tutsis rwandais, mais aussi contre les Tutsis zaïrois, avec le soutien de Mobutu. Ce qui fait qu'en réaction, le Rwanda, dirigé par les Tutsis et son allié ougandais, se mettent à appuyer les mouvements d'opposition au pouvoir de Mobutu. Le principal mouvement est dirigé par un certain Laurent Désiré Kabila. Kabila parvient finalement à Kinshasa, où il prend le pouvoir, en renversant Mobutu en 1997. Or, 15 mois après sa prise du pouvoir, Kabila cherche à se défaire de ses alliés, rwandais et ougandais, restés présents dans l'est du Congo. Ce revirement d'alliance conduit, en août 1998, à une deuxième crise, qui cette fois ouvre sur un partage du pays en plusieurs zones d'influence. D'un côté, la partie ouest du pays, contrôlée par le gouvernement de Laurent-Désiré Kabila, puis à sa mort en 2001 par son fils, Joseph. Kabila est soutenu par l'Angola, le Zimbabwe et la Namibie, que l'on ne voit pas là sur la carte. Et puis de l'autre côté, on trouve le mouvement de libération du Congo, le Rassemblement congolais pour la démocratie et plusieurs milices au nord-est. Ils sont appuyés par l'Ouganda et le Rwanda, c'est-à-dire les anciens alliés de Kabila. Ces deux pays justifient leur présence militaire dans l'est du Congo pour contrer les bases arrières de la rébellion ougandaise et rwandaise, mais ils y ont aussi des intérêts économiques. Les officiers ougandais participent au trafic de l'or, du bois, des diamants de la région de Kisangani, et les Rwandais participent à l'exploitation des ressources du Kivu, l'étain, l'or et le coltan. En fait, la politique, c'est un Congo faible, c'est juste un champ, n'est qu'un champ de mines, en fait, des minerais, pardon. Un Congo faible, c'est juste un champ de minerais, où on peut se servir comme on veut. Mais par contre, un État fort empêchera ces trafics de continuer, ce qui fait que le pouvoir politique en Occident, qui a des accointances ou qui a un mariage incestueux avec le pouvoir économique, fait de telle sorte que le Congo soit toujours affaibli afin de l'exploiter à vil prix. Le Congo, c'est comme une dame qui a perdu sa dignité et qui s'est fait violer sur la place publique.
C'est ça l'image qu'il faut donner. Ce qui veut dire que des pays comme les États-Unis, l'Ouganda, le Burundi, le Rwanda, tout ça, c'est à mettre dans le même sac? C'est-à-dire, comme on a dit tout à l'heure, il y a les commanditaires. Et les commanditaires, à la tête des commanditaires, c'est quand même les États-Unis, la Belgique, la Grande-Bretagne. On parle même d'Israël, le pays de la Shoah. D'autres pays se sont donc ajoutés et qui utilisent comme bras armés les petits pays, donc à la frontière est du pays, qui seuls ne peuvent pas déstabiliser un grand pays comme ça. Burundi, Ouganda, Rwanda. Voilà. Et cela est parti de ce qu'on appelait la politique de la Renaissance africaine mise en place par le président Bill Clinton. Et c'est parti de là. C'est alors qu'il a recruté des dirigeants qui trouvent dynamiques, c'est Museveni, Kagame et certains dirigeants burundais pour mettre en place ces plans. Comment expliquer que le Rwanda, un pays qui n'a pas une armée aérienne, s'est retrouvé à 2000 km à l'ouest, disons, à 2000 km de ses frontières, donc dans la province du Bas-Congo, prendre les barrages d'Inga, couper l'électricité pendant plusieurs semaines à Kinshasa. J'ai vu de mes propres yeux des bébés mourir dans des couveuses parce que on avait coupé l'électricité dans presque tout le Congo pendant plusieurs jours. Et lorsque la population de Kinshasa s'est défendue parce que l'armée rwandaise est arrivée à l'est de Kinshasa, dans les quartiers est, à 2000 km de chez lui, Madame Madeleine Albright, qui était secrétaire d'État américain à l'époque de Bill Clinton, a dit sur CNN que les Rwandais, disons les Tutsis, c'est comme ça qu'elle a dit, constituaient la prunelle de ses yeux et qu'elle allait les défendre à n'importe quel prix. Alors, sur les forces en présence, vous avez des forces visibles et des forces invisibles. Dans ce jeu politique qu'il y a à l'intérieur de Congo... Mais ils sont invisibles, vous pouvez les voir vous quand même? Oui, on peut les voir, parce qu'on sait qu'elles sont derrière. Bon, vous avez évidemment les autorités congolaises qui sont censées défendre leur territoire, mais qui ne le font pas suffisamment. Vous avez... Quand vous parlez d'autorités congolaises, c'est-à-dire le pouvoir en place et l'armée qui est un peu bancale, visiblement. Tout à fait. Et l'opposition également. Donc vous avez le Rwanda. Quand on parle du Rwanda, on parle de l'armée patriotique rwandaise et des milices qui sont financées et soutenues militairement par le Rwanda pour déstabiliser le Congo. Alors ça, c'est pas la thèse, évidemment, des anglo-saxons. Ils pensent que M. Nkunda, notamment, n'est pas forcément lié au Rwanda, mais la thèse française dit plutôt oui. Mais c'est une plaisanterie. Les rapports de la CIA ont le nom de M. Nkunda comme un membre de l'armée patriotique rwandaise. Où est-ce qu'il trouve les armes? Coincé entre l'armée congolaise et le Rwanda. Où est-ce qu'il trouve les armes? Vous avez parmi ces forces, il faut que je les cite pour que vous compreniez, il y avait à un moment donné les forces ougandaises. Les forces ougandaises étaient venues avec les forces rwandaises pour installer Laurent Désiré Kabila au pouvoir. Les forces ougandaises se sont faites de plus en plus discrètes et il est resté effectivement le Rwanda. Vous avez également dans ce jeu les forces invisibles. Dans les forces invisibles, vous avez les multinationales qui travaillent sur l'or, sur le diamant, sur le coltan, donc tous ces produits. Le coltan qui nous permet d'avoir des portables et qui est utilisé aussi pour la fabrication de tout ce qui est ordinateur, etc. Donc c'est les produits les nouvelles technologies. Oui, absolument nouvelles technologies, les produits extrêmement rares que vous retrouvez donc massivement au Congo. Il y a le Congo et l'Australie, mais aujourd'hui les réserves les plus importantes sont au Congo. Donc toutes ces multinationales qui accèdent aux nouvelles technologies soutiennent et financent la déstabilisation de l'Est. Est-ce qu'elles sont pas directement sur le terrain? Elles sont sur le terrain, puisqu'il y a eu un certain nombre de rapports des Nations Unies qui ont mentionné, dont parmi elles, vous avez des multinationales belges, dont certaines, lorsque le rapport des Nations Unies est sorti, beaucoup d'entre elles ont changé de nom, pour ne pas être continuées à être identifiées comme étant en train de soutenir. Donc, parmi les forces on a le nouveau nom, on a l'ancien nom, hein, c'est pas le changement de nom. Parmi les forces invisibles, vous avez également la Grande-Bretagne, les États-Unis et la Belgique, qui soutiennent de façon indirecte et directe le Rwanda pour continuer à affaiblir l'État congolais. Et vous avez maintenant le prétexte. Mais quel est l'intérêt d'affaiblir l'État congolais? L'intérêt aujourd'hui, c'est que ce pays qui est un pays extrêmement grand, extrêmement riche, c'est que ce pays ne soit pas capable de vivre de ses richesses. Voilà le fond du problème qui ne date d'ailleurs pas de 1990, qui date depuis 1960. C'est-à-dire, on a tout fait. Ce pays est un des rares pays africains qui aurait non seulement permis, si s'était développé par ses moyens, d'être
de permettre à l'ensemble de ces populations de vivre décemment sans avoir besoin de venir en Occident. Donc vous dédouanez le pouvoir en place, les pouvoirs successifs. C'est toujours l'étranger qui... On a toujours essayé. Vous savez, la Belgique, il n'y a pas longtemps, ils ont demandé pardon sur l'assassinat de Patrice Lumumba, qui était l'un des premiers leaders nationalistes qui s'était opposé au colonialisme belge dans les années 60. Et au colonialisme en général. Et au colonialisme de manière générale. Et puis, il n'y a pas très longtemps, lorsque Laurent Désiré Kabila, qu'ils avaient au début considéré comme un pion qu'ils allaient manipuler, lorsque Laurent Désiré Kabila, qui lui-même était un ancien lumumbiste, qui a fait la révolution dans les années 60 et qui avait été d'ailleurs identifié à l'époque dans les rapports de la CIA comme quelqu'un d'extrêmement intelligent et quelqu'un d'assez dangereux, eh bien finalement, Laurent Désiré Kabila, lorsqu'il est arrivé au pouvoir à Kinshasa, il s'est rendu compte que son pays était mis en coupe réglée à la fois par les Britanniques, les Américains et les Rwandais qui l'avaient accompagné. Il a décidé de renvoyer ces Rwandais chez eux. Depuis 1998, les Rwandais ont définitivement occupé l'est du Congo et ont tout fait... Parler du Kivu. Oui, absolument, pour déstabiliser toute cette région. Donc toute la guerre qui est aujourd'hui, les Rwandais nous ont fait savoir qu'il y avait les génocidaires Hutus qui massacrait les populations à l'est du Zaïre. Je tiens à rappeler que l'actuel haut responsable des forces armées rwandaises, qui s'appelle James Kabarebe, a été en 1996-97 le chef d'état-major de l'armée congolaise. C'est-à-dire que vous avez eu un étranger qui se retrouvait à la tête de l'armée congolaise et pendant ce temps, ils ont massacré 3 millions de Hutus dans les forêts congolaises. Mais on n'en parle pas. Et ils ont également massacré et éliminé tous les Hutus qui se trouvaient dans l'est du pays, mais il reste aujourd'hui, par l'ignorance et la méconnaissance de ce qui se passe dans la région, ils continuent de vous dire qu'il y a des génocidaires Hutus dont ils ont fait arrêter un grand nombre qui sont au tribunal pénal international, ils ont fait arrêter d'autres, ils font arrêter d'autres qui sont exilés à l'étranger, et ils ont éliminé tout ce qui se trouvait là-bas, mais cet argument continue d'être aujourd'hui le prétexte pour rester au Congo, pour déstabiliser le Congo et pour piller ce pays. Alors, quel est le rôle, on en a parlé un petit peu, mais quel est le rôle vraiment exact des États-Unis, par exemple, dans ce conflit, Rebecca Kabango? Donc, le premier soutien de Kagame, on le sait, on les voit souvent ensemble, c'est Bill Clinton. $1 milliard versé au Rwanda. Vous voyez que lorsque le rapport du groupe qui expose le soutien du Rwanda au groupe rebelle du M23 est sorti, les États-Unis n'ont proposé comme sanction que 200 000 euros, une suspension de 200 000 euros, alors que les accords et les soutiens financiers des États-Unis vers le Rwanda sont beaucoup plus importants que cela. Donc, c'est de longue date que, en fait, Kagame est appelé le poulain de Bill Clinton. Et donc, c'est une politique qui a été mise en œuvre pour pouvoir justement s'accaparer les ressources naturelles de la RDC et instrumentaliser, j'insiste bien sur cette expression, instrumentaliser le chaos. Parce qu'une population qui est affaiblie, c'est une population qui a beaucoup plus de difficultés à se prendre en charge et à résoudre les problèmes, la situation dans laquelle elle se trouve. Au fond, ce pays n'a jamais vraiment connu la paix, en tout cas une paix durable, et ce sur l'ensemble de cet immense territoire de plus de 2 millions de kilomètres carrés. Au-delà des horreurs liées à la guerre d'indépendance et aux menées sécessionnistes de certaines régions, au-delà des tragédies liées au régime de Mobutu, le Congo sera l'une des grandes victimes des suites du génocide au Rwanda, avec des massacres dès 1994 dans l'est du pays, notamment dans les deux provinces du Kivu, nord et sud. Des réfugiés Hutus rwandais affluent par centaines de milliers, des mouvements rebelles se heurtent à l'armée officielle, incapable de protéger les populations, quand certains de ces éléments ne font pas tout simplement défection. La guerre, c'est celle aussi que se livrent tous les mouvements armés congolais ou étrangers pour le contrôle des minerais, or, diamants, manganèse ou étain, les revenus de ces richesses naturelles venant alimenter financièrement tous les belligérants en armes et en divers moyens logistiques. Dès 2008, on assiste à une reprise des combats entre rebelles Hutus de la région et rebelles congolais, toujours dans cette région du Kivu. La situation s'était quelque peu calmée depuis 2010, puis les troubles ont repris en cet été 2012 à grande échelle, avec des rebelles soutenus, disent les Nations Unies, par le Rwanda voisin, lequel dément toute participation à ces mouvements de révolte. Justement, ce pays est riche en cuivre, en or, diamants, uranium,
en cobalt, en étain. Il y a du coltan, qui est ce minerai rare, qui est utilisé dans la production de puces de téléphones portables. Il y a aussi du bois dur, un peu de pétrole. Eh bien, ces ressources sont attractives et évidemment, elles suscitent des rivalités de pouvoir. Part of its ongoing conflict has been the desire by different armed groups and neighboring countries to benefit, to get rich, to make money from those particular minerals. These resources that are found in the Congo are vital to major industries in the West, whether we're talking about the automotive industry, aerospace industry, technology industry, the electronics industry, even the jewelry industry. These minerals exist in great profusion throughout the Democratic Republic of Congo, especially in its eastern part. And this is the largest territory on earth which really doesn't have a functioning government. Il y a des rapports, il y a des tas de rapports. On a cité des sociétés. Il y a l'American Mineral Field, il y a la Barrick Gold, il y a l'Anglo American Corporation. Je peux vous citer une centaine de sociétés qui sont officiellement vraiment citées dans les rapports. Mais il y a d'autres sociétés qui bénéficient indirectement de ce qui se passe en République démocratique du Congo. C'est toutes les sociétés qui sont liées aux nouvelles technologies. C'est-à-dire Apple, tout ce que vous voulez, Samsung. Apple, les portables, ils en bénéficient très largement parce que les coltans, entre autres, il y a une matière première très rare qu'on trouve. Oui, les colombo-tantalite, c'est un minerai du nobium avec lesquels on fabrique des processeurs, des portables, tout ce qui est écran plat. Et les Congos détenaient, parce que ça évolue, on a trouvé quelques gisements ailleurs, mais les Congos détenaient plus ou moins 80% des réserves mondiales. Alors, si vous voulez produire des télés, des ordinateurs, des portables à faible prix, il faut acheter les coltans à faible prix. Alors, je vais vous donner des prix approximatifs, j'aime pas beaucoup les chiffres. Quand un enfant, disons à l'Est, c'est qui exploite les coltans, les kilos est vendu presque à $50. Mais sur le marché international, c'est à plus de $1150. Vous voyez la différence, et ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à ce que la guerre continue. Et donc, au cœur de ce problème, on l'a vu, donc voilà, il y a tous ces drames, mais il y a aussi c'est la question économique, vous le disiez, Jean-Paul Mbogo. Donc c'est ça qui est vraiment, qui soutient ce conflit, c'est ces minerais, ces matières premières, parce que tout le monde veut sa part, on oublie le peuple et on se sert et puis on écrase les petits. Oui, tout à fait. Il faut savoir que c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, ces minerais en fait entrent dans la composition de toute une série en fait d'industries, de produits qui sont dans des industries qui sont les industries du siècle à venir, du 21e siècle. Donc derrière, effectivement, il y a une guerre stratégique pour justement la captation de ces ressources-là. Alors mais pourquoi, je sais pas, moi je suis naïf, hein, voilà, on sait que le Congo c'est un pays, mais pourquoi on ne se met pas à table, comme dit quelqu'un, un intervenant du film, vous voulez les minerais, discutons, mettons en place des industries et puis on partage les bénéfices. Pourquoi ça peut pas se faire? Oui, donc là, comme on a vu dans le reportage, c'est depuis 1885. La conférence de Berlin, ce n'était pas le partage de l'Afrique, c'était des contrats commerciaux sur l'Afrique. Et Léopold II était le propriétaire personnel du Congo, et à ce moment-là déjà, il n'y avait pas que des Belges qui exploitaient le Congo, c'était des personnes de toutes les nationalités. Et c'est ce problème-là, donc gratuit, de toutes les nationalités comme elles voulaient. Et en fait, c'est ce système-là qui continue, qu'on veut perpétuer en nous mettant des dictateurs, en protégeant les dictateurs, et quand les dictateurs ne conviennent plus pour les politiques extérieures ou l'image de l'Occident, on les met dehors. Voilà. Et je voudrais parler pour les Congolais du terrain. Il faut arrêter de prendre les Congolais pour des imbéciles. Ils disent, c'est un agenda caché de longue date. Donc c'était planifié. C'était planifié. Oui, quelqu'un le dit, les USA ont favorisé l'invasion du Congo par les Rwandais. Et en passant par le génocide, voilà, ils savaient très bien qu'en passant par ce génocide du Rwanda, ils avaient un autre objectif. Voilà. Donc, et tout ça est très bien dit dans les rapports des experts de l'ONU. Tout le monde peut télécharger ces rapports. Ils sont limpides et ils existent depuis 2001-2002. Un peu plus de 7 € pour le contenu de cette boîte. Plusieurs jours de travail pour ce mineur.
Il n'y a pas une autre matière. Je vois que c'est du coltan. Pur. Oui. Faute de route, l'avion est le seul moyen de transporter le minerai. L'aéroport de Bukavu est un nœud aérien de ce trafic. Ici, on n'aime pas beaucoup les curieux. Nous filmons donc en caméra cachée. Les appareils utilisés sont quasi tous des Antonov, d'anciens avions russes. Les pilotes, grassement payés, font des liaisons régulières entre la ville et différentes zones minières. Des liaisons périlleuses dans des conditions difficiles. 500 mètres de terre battue pour atterrir, pas la place à la moindre erreur. L'avion débarque de la bière et des vivres pour les mineurs. Il repart chargé de coltan. Voici la récolte d'une semaine. Les sacs ne sont pas volumineux, mais pèsent tout de même en moyenne 40 kilos. Le coltan est un des minerais les plus denses du monde. Combien de matière? Moi, c'est 829 kilos. 600 000 € de minerais. Une cargaison notée sur une feuille de route lapidaire qui ne mentionne que le poids et la destination, jamais l'origine du coltan. Des compagnies aériennes comme celle-ci, on en trouve des dizaines à Bukavu, preuve de l'ampleur du trafic. Dans cette ville, il n'y a pas d'industrie, pas de banque, pourtant certains quartiers prospèrent. De nouvelles constructions fleurissent. Qu'est-ce que le coltan? Beaucoup le définissent comme l'or blanc du XXIe siècle. Coltan est l'abréviation du minéral colombo. Il s'agit d'une ressource stratégique essentielle au développement des nouvelles technologies. À quoi sert le coltan? Le coltan sert à la fabrication de téléphones portables, GPS, satellites, armes téléguidées, télévision plasma, consoles de jeux vidéo, ordinateurs fixes et portables, PDA, MP3, MP4, fusées spatiales, missiles, jeux électroniques, appareils photographiques, appareils tactiles, iPad. Où se trouve-t-il? En Thaïlande, 5%, au Brésil, 5%, en Australie, 10% et en Afrique, au Congo, 80%. D'où la réticence des Occidentaux de mettre fin à la guerre, car les Congolais reprendraient possession de leur coltan qu'ils vendraient plus cher. Qui s'enrichit avec le coltan? Nokia, Connecting People, LG, HP, Lenovo, IBM, Samsung, BlackBerry, Sharp, Nintendo, ScanDisk, communément appelé SD, Intel que vous voyez sur vos processeurs, Motorola, Apple avec les iPhones et iPad, Acer, Philips, Canon, Sony Ericsson, Dell, Toshiba, Microsoft, dirigé par Bill Gates, Panasonic, Elf et Total. Ils ne cultivent plus la terre. La population des éléphants a diminué de 80%, espèce en voie de disparition. La population des gorilles a diminué de 90%, soit la quasi-totalité. Qui finance ce désastre? Un rapport des Nations Unies a dénoncé l'exploitation des ressources naturelles du Congo. Il existe des rapports qui démontrent que le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi sont officiellement impliqués dans le trafic du coltan au Congo-RDC. D'autres pays, tels que la Belgique, les États-Unis et la France, utilisent les profits du prix élevé du coltan pour alimenter la guerre au Congo. On estime que l'armée rwandaise a reçu au moins 250 millions de dollars en 18 mois grâce à la vente du coltan, même si le Rwanda ne possède pas de coltan. Mais l'opinion internationale accepte que les ressources du Congo soient volées et recélées. Évidemment, tous les pays impliqués nient avoir exploité les ressources naturelles du Congo. Pourquoi devraient-ils arrêter la guerre? Des sociétés multinationales de renom, comme Nokia, Alcatel, Apple, Nikon, Sony Ericsson, Samsung, Bayer, Dell et autres, sont signalés dans le rapport des Nations Unies comme pillards. Ils financent les guerres et soutiennent les gouvernements corrompus comme celui de Kagame, de Kabila, d'Ali Bongo et autres maîtres de guerre. Pourquoi ne veulent-ils pas arrêter la guerre? Parce que les principaux producteurs d'ordinateurs, téléphones portables, jeux vidéo et d'appareils tactiles ne veulent pas que cette guerre cesse. Avec le consentement des gouvernements, les médias se gardent d'en parler. Résultat, aucune information ne parvient aux populations à ce sujet,
malgré nos différentes actions de mécontentement. Si les guerres cessent, ils ne feront plus affaire avec le coltan. En conclusion, le Congo, un pays immensément riche, vit dans le dénuement. Le Congo est saigné par la cupidité des multinationales et en collision avec le gouvernement. Notre progrès et notre aisance dépendent aussi de leur pauvreté. Il y a eu l'AFDL, il y a eu le RCD, il y a eu le CNDP, maintenant nous en sommes au M23. Tous ces mouvements ont été créés pour faciliter l'infiltration des rwandophones et des Rwandais chez nous, pour qu'ils puissent s'emparer de nos institutions et de nos structures étatiques et régner sur nous, nous humilier, s'emparer de nos terres et en faire les leurs. Depuis la guerre de l'AFDL, les visées hégémonistes des parents du Rwanda et du Rwanda n'ont pas du tout changé. Ne nous laissons pas distraire par ce qui se passe en oubliant que les objectifs soutenus par les anglo-saxons, le Rwanda et leurs chevaux de Troie qui opèrent à partir des institutions au Congo, leurs objectifs n'ont pas changé d'un seul iota. Occuper les terres congolaises, les piller et massacrer le peuple congolais. Si ils arrivaient à nous exterminer de façon qu'ils soient seuls à pouvoir occuper ces terres-là, ils vont le faire. Laurent Nkunda a la cinquantaine. C'est un ancien officier de l'armée rwandaise, un général radié de l'armée congolaise. Il dirige aujourd'hui le CNDP, le Congrès national pour la défense du peuple. Stick à la main, uniforme impeccable, il a été formé à la britannique. Direction Rutshuru, le chef-lieu de la région, dans la vallée, que le général vient de conquérir. À l'hôpital local, il y a une centaine de blessés. C'est quoi tous ces gens qui sont dans les couloirs? Dans les couloirs, la majorité des gens, ce sont des gens qui viennent se réfugier ici parce qu'il y a encore la guerre dehors et que tu sais que les gens aiment toujours se réfugier dans un hôpital, soit dans une église et que c'est là où on pense qu'il y a la sécurité, quoi. Quand ils étaient cachés dans une maisonnette, il y a eu des militaires qui sont arrivés, qui ont tiré sur tous ceux qui étaient là. 2 femmes sont mortes sur le champ. Le petit garçon a été blessé sur le champ. Et d'autres personnes ont été blessées. Il ne sait pas où ils sont parce qu'il ne les a pas vus ici à l'hôpital. Et lui, il est arrivé ici. Apparemment, son état évolue très bien. Ouais, c'est qui a tiré? Bon, il ne veut pas dire l'identité des militaires. Il dit apparemment que c'était le camp qui voulait entrer. Le camp qui voulait entrer, ceux qui ont tiré sur cet enfant, ce sont les rebelles de Laurent Nkunda qui ont chassé les gouvernementaux. Mais ça ici, personne n'osera le dire. Elle, par exemple, c'est une fille qui a été blessée par balle. Apparemment, quand on a fait la paroi exploratrice, on a trouvé que c'était une fille qui était enceinte et qui ne savait pas qu'elle était enceinte parce qu'elle a été victime d'une violence. Ça n'a pas touché l'utérus directement, mais comme elle était en choc, le fœtus est décédé. Il dit que ce sont des militaires habillés en tenue tache-tache. Vous connaissez les militaires en tenue tache-tache? Exactement. Tache-tache, ce sont les treillis camouflage des hommes de Laurent Nkunda qui ont conquis la ville. Et le problème est le mal est trop enraciné et il y a une sorte de cercle vicieux. Pour pouvoir établir la souveraineté de l'État congolais, il faudrait une armée solide, mais pour avoir une armée solide, il faudrait les payer. Pour les payer, il faudrait... Mais pourtant, c'est un pays qui a de l'argent, le Congo. Oui, mais le problème, c'est que les richesses sont justement
hors d'atteinte des voies de circulation qui dépendent directement de la capitale. Il faut passer par les pays extérieurs pour exporter les richesses qu'il y a, les richesses minières essentiellement. Et donc, le gouvernement central n'a pas d'argent parce que la richesse du pays lui échappe finalement. Le gros des richesses du pays lui échappe. La corruption, et c'est surtout les pays voisins qui en profitent. Et donc, il n'y a pas d'argent pour payer une armée solide, disciplinée, bien entraînée. Et donc, ce qu'on fait comme on ne peut pas lutter contre les mouvements rebelles, on négocie, on finit par les inclure dans l'armée régulière. C'est ce qui s'est passé en 2009. C'est ce qui s'est passé. Avec le M23. D'où le 23 mars 2009, le mouvement du 23 mars. Voilà. Et donc, vous avez un cercle vicieux qui fait que tant qu'on n'a pas d'armée, on ne peut pas sécuriser la zone. Tant qu'on ne peut pas sécuriser la zone, on ne peut pas avoir les richesses qui permettraient de payer une armée de qualité, etc. Mais le problème de fond, c'est le M23. Avant, c'était le Congrès national de défense du peuple, CNDP, qui sont en fait des gens qui devaient être intégrés dans cette fameuse armée congolaise, qui considèrent que ce sont des officiers, ils voudraient simplement être dans leur région. Et surtout, c'est bien évident qu'ils ne pourraient pas avoir cette puissance de feu s'ils ne bénéficiaient pas d'un appui du Rwanda, en partie de l'Ouganda. Il y a le Rwanda et l'Ouganda, ils nient. Mais il y a non seulement il y a un certain nombre de rapports d'experts des Nations Unies, mais le Conseil de sécurité lui-même a dit on appuie nos experts, on a tout vérifié. Effectivement, ça serait impossible autrement. Mais je trouve, ce qui est encore une fois, moi, ce qui est absolument incroyable, c'est les forces des Nations Unies. Oui. Alors, est-ce qu'elles ont un rôle de figuration? Il y a 17 000 hommes quand même. Il y a 22 000 soldats des Nations Unies. C'est la plus importante opération de maintien extérieur de la paix dans le monde. Il y en a 7 000 qui sont dans le coin. Ils ont le mandat de juillet 2012 à juillet 2013, c'est 1,4 milliard de dollars. 1,4 milliard de dollars. Il y a 10 000 types dans le coin, je veux dire, en supposant même. Franchement, ça sert à quoi? Je vais me résumer. Regardez, c'est le même projet. Le projet conduit par l'AFDL qui se perpétue à travers les autres rébellions, que ce soit le RCD Goma, auquel Lambert Mende a participé, que ce soit le CNDP de Laurent Nkunda, que ce soit le M23, que plusieurs de ceux qui opèrent dans les institutions congolaises ont créé, tous ces mouvements servent un même objectif: occuper les terres congolaises, les piller et massacrer les Congolais. Donc, pour résumer tout d'un seul mot, en lingala, ezali likambo ya mabele. Et comme le dit Thiom Fonkol, likambo ya mabele, ezali likambo ya makila. Since 1996, the conflict in Congo has claimed the lives of an estimated 6 million people. Today, neighboring governments continue plundering by using proxy forces to displace entire communities for access to the land. Scenes like this are often misunderstood as simply the result of an ethnic war, a mistake that only benefits those trying to hide their illegal exploits. It has nothing to do with ethnicity. They killed Congolese like they were flies. You see how you feel a mosquito and you just hit? That's exactly how they killed. It did not mean anything to them how they were killing the Congolese, as long as we can just wipe them out and get access. From 1996 to the present, an estimated 6 million dead. Abject poverty. People living in bestial conditions. Hundreds of thousands of women systematically raped as a strategy of war. Le viol comme arme de guerre. Le gouvernement congolais est conscient du problème, mais préfère mettre l'accent sur les progrès accomplis. Kinshasa estime qu'en 15 ans, le nombre de viols en République démocratique du Congo a baissé de 70%, passant de 42 à 14 viols par jour. Un chiffre qui placerait la RDC au 27e rang mondial pour les violences sexuelles. Je pense que mon message est très clair. Je voudrais discuter avec les sociologues ou l'anthropologue ou les médecins qui me diraient que les Congolais, pour exprimer leur masculinité,
ils violaient, introduisaient des flèches ou des lances dans l'appareil génital des femmes. Ce que nous vivons ici, c'est ça la réalité des femmes qui, après les avoir violées, on introduit des baïonnettes, on tire dans l'appareil génital des femmes, on introduit des produits toxiques, caustiques dans l'appareil génital des femmes. Je suis prêt à discuter avec cet anthropologue, qu'il présente des publications d'avant 1999 qui montrent que c'est ça notre pratique habituelle. Et puis la location aussi, que cette barbarie puisse s'installer seulement au nord et au sud Kivu, dans un pays de 2 350 000 km². J'exige il faut être un peu curieux pour se poser la question, pourquoi seulement là? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est une malhonnêteté intellectuelle. Si les gens peuvent appuyer que le viol tel que nous le vivons au Kivu aujourd'hui, c'est un problème culturel, je trouve que c'est une malhonnêteté intellectuelle inexprimable, puisque on n'a aucune littérature qui peut le confirmer, que c'est ça notre culture. Je voudrais, voilà. Et à l'Est, ça ressemble au Rwanda, c'est très agricole et c'est très montagneux. Et donc, quand on viole les femmes de ces villages, donc c'est vraiment la destruction à la base de la famille. On les viole donc en détruisant le vagin, avec des objets contondants. On a tout retrouvé dans les vagins des femmes. Et donc, ça tue la population. C'est ça qu'on appelle féminicide. Voilà, féminicide, ça tue la population. Les femmes ne peuvent plus aller au champ, parce que c'est là qu'elles se font violer, elles se font attraper. Donc il n'y a plus à manger donc, dans les villages. Elles émigrent et voilà. Et elles ne peuvent plus avoir d'enfants après ce genre d'événements. Il y a plus d'1 million de déplacés au Congo, de Congolais déplacés au Congo de ce fait-là. On parle beaucoup du viol des femmes, mais il faut aussi mentionner que de plus en plus il y a le viol des hommes. Oui, et que donc ça nous ramène aussi au point qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la balkanisation, parce que c'est une réelle attaque à la population congolaise. C'est-à-dire que d'une part, on attaque les femmes et on ralentit le processus de repeuplement de la région, et d'autre part, on s'attaque aussi à la dignité des hommes, à la dignité des populations qui sont sur place, et avec en plus en prime tout le mouvement des déplacés. Since 1996, hundreds of thousands of Congolese women and girls have been raped, and the violence is escalating. Their attackers are foreign or Congolese, the lines between them blurred by years of greed, chaos, and impunity. As the women are broken, so is the community, a war strategy that leaves tens of thousands of people dead every month. They reduce you to a non-human, in essence. People are being reduced to a non-human so that they cannot think. They can feel powerless. They can feel hopeless. So they can give up. Qui sont ces violeurs aujourd'hui? Qui sont ces gens, ces bandes qui déferlent sur les villages et qui continuent de violer les femmes? Alors là aussi, c'est difficile de cerner. Il y a plusieurs groupes. Il y a d'une part les FDLR, anciens Interahamwe, donc les Hutus qui sont à l'origine du génocide qu'il y avait eu côté rwandais, donc qui se sont réfugiés dans les forêts du Congo et qui descendent régulièrement, semer la terreur dans les villages, violer les femmes. Là-dessus, il y a aussi, puisque la guerre dure depuis plus de 15 ans, des milices informelles, les Mai Mai notamment, qui s'étaient organisées au départ, qui étaient des milices de résistance et qui ont dérivé tout simplement, là aussi qui s'autorisent à descendre sur les villages, à violer. Il y a pourquoi autant de milices, pourquoi autant de soldats, pourquoi autant de mercenaires, pourquoi autant de violence? Qu'est-ce qui justifie ça? Qu'est-ce qui le justifie? Une immense confusion, déjà depuis 15 ans, qui fait que la situation est inextricable et qu'on ne sait précisément peut-être plus tout à fait qui est responsable de quoi, d'autant qu'il y a parmi les hommes ceux qui effectivement portent le poids d'un génocide, qui sont réfugiés dans ces forêts, qui psychologiquement sans doute on porte des choses assez lourdes, et puis peut-être qu'il y a des personnes qui ont intérêt à entretenir cette confusion dans la région, et notamment le viol qui a la particularité, c'est vraiment dans ce livre ce qu'on entend de ces femmes, c'est de déstructurer, d'atteindre une femme même dans son intimité, mais aussi du coup par extension de toucher toute une population. Frantz Fanon avait dit
l'Afrique a la forme d'un revolver et la gâchette se trouve au Congo. C'est un pays important. Si on ne résout pas les problèmes du Congo, on ne résout pas les problèmes africains. Le Congo devrait être un pays qui joue un rôle important. On devrait arrêter de prendre le Congo comme une victime. On devrait en faire un acteur. Les Congolais eux-mêmes jouent les jeux. Je crois qu'il est temps qu'on sorte de cette situation. Personne ne peut comprendre qu'un pays aussi riche, qui fait partie des 5 pays les plus riches au monde, potentiellement, avec le Canada, la Russie, la Chine, le Brésil, et d'une certaine... Mais bon, les États-Unis, c'est un peu différent. Je dis potentiellement en richesse, hein, du sous-sol et du sol. Comment ces pays peut-ils se retrouver bons derniers en matière d'indice de développement humain? Ça, c'est vraiment une honte. Mais heureusement que vous, nos enfants, vous comprenez ce qui se passe et que vous vous êtes décidés de vous lever, de dire non, les choses doivent changer. Et moi, j'ai espoir que le Congo de demain sera un pays radié, un pays émergent, car je pense que l'espoir du monde, c'est quelque part le Congo. Hein. Nous sommes le poumon du monde avec le Brésil, parce que nous avons la 2e plus grande forêt équatoriale du monde. Nous avons le seul fleuve à régime régulier du monde. Un des plus grands au monde, c'est le fleuve Congo. Nous avons la plus grande potentialité en hydroélectricité au monde. C'est les potentiels qu'on a déjà au niveau d'Inga, mais Inga, ce n'est pas le seul barrage au Congo. Nous avons parmi les plus grandes réserves d'eau douce au monde. Ça, c'est avec la crise de l'eau. L'eau est devenue un enjeu. Donc, le Congo peut jouer un grand rôle. Nous avons le plus grand réserve de coltan au monde. Ce qui fait que le monde d'aujourd'hui fonctionne avec les nouvelles technologies. Et qui dit nouvelles technologies dit coltan. Donc c'est le Congo qui fait fonctionner le monde. Sachez que la 2e guerre mondiale a pris fin avec l'uranium du Congo. Parce que l'uranium avec lequel les Américains ont fabriqué la bombe atomique qu'on a lancée à Hiroshima et Nagasaki venait de Chikolobo au Katanga. Donc c'est avec le Congo qu'on a terminé la 2e guerre mondiale. En quelque sorte, c'est avec le Congo qu'on avait fini la 1re guerre mondiale. Les Congolais sont allés se battre jusqu'à Tabora, Mayenge, ils sont allés même jusqu'en Birmanie pour se battre, pour pacifier le monde. Mais sachez que c'est aussi avec le Congo que nous passons de la révolution industrielle à la révolution des nouvelles technologies. Donc c'est un pays majeur au monde et ce pays-là vous appartient, c'est à vous les enfants de sauver ce que nous, les adultes, on n'a pas pu faire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer la donne économiquement sur place, selon vous, Jean-Paul Moreau, vous qui êtes économiste? Je pense qu'il y a premièrement une guerre des idées à mener. Il faut savoir, on a parlé tout à l'heure de la balkanisation, les théories sur la balkanisation du Congo, too big to be governed by one center, en fait, trop grand pour être gouverné par un seul centre, naissent parfois dans des grands centres internationaux de réflexion intellectuelle. L'idée peut-être à véhiculer, c'est qu'un Congo fort et grand peut bénéficier à toute la sous-région et à toute Afrique. Il faut savoir que déjà dans les années 60, un prix Nobel d'économie, Rostow, a fait un séjour au Congo et expliqué dans les conclusions de son rapport qu'un Congo viable, grand, fort, ayant de bonnes infrastructures de transport, serait à même véritablement d'arrimer toute l'Afrique à sa croissance. C'est peut-être ça, la bataille des idées à gagner, et expliquer que, bon, globalement, le tout minier, on peut le mettre de côté. Le Congo, c'est avant tout une population. C'est 150 millions de personnes à l'horizon 2050. C'est des secteurs que l'on peut développer. C'est le tertiaire, c'est le secondaire. C'est pas forcément le minier. Voilà. Donc, c'est bien ça, la bataille des idées. Un Congo fort n'est pas une menace. Un Congo fort est un pôle de stabilité pour toute la région. La République démocratique du Congo, une nation grande comme les 2/3 de l'Union européenne, plus de 2 millions de kilomètres carrés, c'est le 12e pays au monde par sa surface. Et sur le plan économique, il pourrait être l'un des premiers du continent africain. La RDC dispose d'immenses richesses naturelles et particulièrement de ressources minières. 30% des réserves mondiales de diamants par exemple, 34% des réserves de cobalt et même, selon la BBC, 70% des réserves de coltan très utilisés dans les téléphones portables, mais aussi des réserves de cuivre, d'or
ou d'uranium. Problème, la grande majorité de ces réserves est inexploitée et les revenus de celles qui le sont ne partent pas dans les caisses de l'État car des groupes armés, milices, rebelles et même armées régulières exploitent illégalement une partie des mines. Les guerres civiles ont par ailleurs ravagé les infrastructures et puis la corruption empêche le pays de fonctionner normalement. Mais officiellement, des mesures seront prises prochainement. Le gouvernement s'est engagé devant la Banque mondiale à obliger les compagnies minières à soumettre leur chaîne d'approvisionnement à des contrôles qui seraient conformes aux normes internationales. Un premier pas vers l'élimination de ce que les ONG appellent les diamants sales. Le potentiel du pays est énorme. La richesse minérale cumulée de l'ensemble des gisements est estimée à 24 000 milliards de dollars. Des chiffres uniques au monde qui contrastent avec le sous-développement du reste de l'économie congolaise, à commencer par l'agriculture. Chaque année, le pays importe en effet pour plus d'1 milliard de dollars de produits alimentaires. Pourtant, le secteur emploie les 3/4 de la population active. Mais il s'agit là essentiellement d'une agriculture vivrière, c'est 80% du PIB agricole. Depuis la fin des années 1990, la dégradation des infrastructures, couplée à une explosion démographique, n'a cessé d'aggraver l'insécurité alimentaire. Si le maïs et le riz sont les deux principales cultures, le palmier à huile gagne du terrain. C'est la première culture commerciale du pays. Au niveau des routes, tout d'abord, les grands axes sont à goudronner à nouveau et les voies annexes sont souvent de simples pistes. 11 000 km seraient à refaire. Il est impossible, par exemple, de rejoindre le fleuve Congo en venant des régions nord-est sans faire plusieurs centaines de kilomètres sur de simples chemins non goudronnés. Quant à l'électricité, seuls 9% des Congolais en bénéficient. La sous-capacité énergétique bride l'ensemble du pays et le barrage d'Inga 3, qui doit produire 4 800 MW, n'a pas encore trouvé de financement. Des manques qui détournent les investisseurs de la République démocratique du Congo. Mais pour eux, le plus gros point noir est la mauvaise réputation internationale du Congo. Sur le plan de la sécurité, tout d'abord, depuis les années 90, les mouvements sécessionnistes s'enchaînent à l'est du pays. Et en 2012, l'émergence du mouvement M23 a renforcé cette image d'instabilité. À cela s'ajoutent de régulières accusations de corruption. Cette année, le FMI a tout simplement décidé de stopper son programme triennal en RDC, dénonçant des manipulations dans la vente de concessions minières. Au dernier classement Doing Business qui mesure le climat des affaires, la RDC décroche la 181e place sur 185 pays testés. Pour remédier